Nous sommes dans un monde de migration. Notwendige, verstärkte legale Arbeitsmigration. Nous sommes un pays qui a toujours été fait de migration. Wir schaffen das. Migrant-entrepreneur. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Migrant-entrepreneur. Je m'appelle Jeannette Zeus, je suis responsable pour les affaires franco-allemandes au sein du programme du dialogue européen de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Bonjour, je suis Sébastien Martin, je suis fondateur devenu président des voix franco-allemandes de la jeunesse, VFAJ-DFSJ, une plateforme d'engagement des jeunes actifs portée par une association loi 1901. Nous travaillons à des impulsions bilatérales aux grands enjeux européens, placés sous les hauts patronages conjoints de l'Assemblée nationale et du Bundestag. Nous avons le plaisir de collaborer avec la Fondation sur ce projet pendant presque un an. Et ceci est notre dernier et 6e épisode qui reprend des extraits de notre atelier final tenu en ligne avec les différents intervenants du podcast et d'autres experts franco-allemands dans le domaine de l'entrepreneuriat des migrants en France et en Allemagne. Ce dernier épisode fait suite à 2 épisodes où nous avons parlé avec des incubateurs, des chercheurs, des administrateurs dans le domaine de l'entrepreneuriat migrant, c'est-à-dire tous ceux qui donc accompagnent les migrants entrepreneurs. Et puis, dans les 3 derniers épisodes, nous avons donné la parole aux migrants eux-mêmes. Donc, ils nous ont parlé de leur parcours, les obstacles à franchir une fois qu'ils étaient arrivés en France et en Allemagne, et ce qui devrait être amélioré selon leur point de vue. Migrant-entrepreneur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de clôturer notre podcast avec un connaisseur chevronné de la politique migratoire et d'intégration de la France et aussi en Allemagne, M. Pierre-Henri. Pierre-Henri est président de France Fraternité, qui offre l'éducation des jeunes dans les quartiers dits de banlieue et a été membre du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pendant longtemps aussi directeur général de France Terre d'Asile, et puis membre de l'ancien conseil franco-allemand de l'intégration. Bonjour Monsieur Henri, ravi de vous avoir dans notre podcast. Bonjour et merci de votre invitation. Monsieur Henri, comme Sébastien l'a dit, vous avez fait partie du Conseil franco-allemand de l'intégration. Comme vous savez, la France et l'Allemagne, ce sont des pays avec des histoires migratoires très différentes. Et aussi les profils migratoires, de nos jours, ils varient également. Pour entrer directement dans le vif du sujet, donc l'entrepreneuriat des migrants dans les 2 pays, la culture d'accueil et la nécessité d'apprendre la langue jouent un rôle prépondérant. Nous allons entendre un extrait de notre atelier final de Dr. Mark Evers de la Chambre de commerce allemande. Cultural hurdles are not decisive to start up a business. En Allemagne, ce n'est donc pas principalement une question d'obstacles culturels, en fait, qui rend difficile la création d'entreprises, il nous dit. Mais le rôle de la langue est un facteur clé, par exemple lors de la reconnaissance du diplôme ou auprès des chambres de commerce et d'industrie. En contrepartie, la France dispose d'un vaste réseau grâce à la francophonie et beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses immigrantes, elles viennent de ces pays qui sont membres de la francophonie. Donc à quel point observez-vous une internationalisation du profil migratoire quant à la création d'entreprises en France ces dernières années? Simplement, je voudrais vous rappeler quelques données en ce qui concerne, par exemple, la France. Les 4 premières nationalités étrangères qui se trouvent en France, c'est à la fois, et depuis toujours, la nationalité portugaise, qui est donc européenne, ensuite algérienne, marocaine et tunisienne. Voilà les 4. Alors, de ce point de vue, vous avez raison a priori en disant que ça vient de l'espace francophone. Sauf que c'est un peu plus compliqué que cela en termes de maîtrise de la langue, de la compréhension, de l'écriture de la langue. Toujours est-il que pour en venir au sujet qui nous préoccupe, vous avez aujourd'hui une proportion dans la société française d'étrangers qui est d'environ 7%. Or, le nombre de créations d'entreprises par des étrangers aujourd'hui, c'est 15%. 15%, la plupart, sont créés par les 4 principales nationalités que je viens de vous indiquer. Mais pourquoi
Parce que moi, j'ai pas le dogme de la création d'entreprises. La création d'entreprises, c'est un élément important, mais au même titre que d'autres éléments. Pourquoi on retrouve ces 4 nationalités? D'abord parce que il faut se rappeler qu'il y a un certain nombre d'emplois qui ne sont pas autorisés pour les étrangers. Quand vous avez en gros 24 à 25 millions d'emplois salariés en France, et vous avez tout ce qui va concerner le domaine régalien, la fonction publique, qui a priori n'est pas ouverte aux étrangers. C'est vrai en Allemagne, comme c'est vrai en France, avec peut-être une liste d'emplois réservés un peu plus grande, puisque elle n'a pas véritablement été toilettée depuis un siècle. Par exemple, les gérants de débit de tabac, normalement, doivent être français. C'est un privilège des douanes, parce qu'on vendait le tabac auparavant. Les pharmacies, même chose. Donc, bien souvent, les étrangers sont absolument dans l'obligation, pour créer leur emploi, de créer des entreprises. Et où est-ce qu'on va retrouver les entreprises créées? Très souvent dans les secteurs en tension. Migrant-entrepreneur. 50% see that persons who want to start a business and have a migrant background should seek more advice in a professional background. Go to the family, go to friends. Comme on vient d'entendre dans le passage, c'est souvent le cercle familial ou amical sur lequel les migrants entrepreneurs vont s'appuyer pour démarrer leur entreprise. Comment évaluez-vous les structures d'accompagnement des entrepreneurs qui ont un background migratoire en France dans leur ensemble? Nous avons parlé avec des organisations d'incubateurs comme Zynga ou le GDR. Est-ce que c'est suffisant? Et à quel point pensez-vous que ces acteurs intermédiaires sont connus en France? Non. Alors, la création d'entreprise est relativement simple. La démarche administrative pour créer une entreprise est relativement simple. Et d'ailleurs, très vite, c'est des sociétés anonymes, des SARL, qui sont créées pour travailler dans différents secteurs, la construction, le commerce, etc. D'ailleurs, on va retrouver une proportion d'étrangers dans ce domaine supérieure à la proportion de nationaux. Il est facile aussi d'être auto-entrepreneur en France. Malgré tout, il faut avoir un certain bagage et une excellente maîtrise des arcanes administratives pour pouvoir s'en sortir. Et donc, de ce point de vue, j'ai un regard assez sévère sur la manière dont on aborde l'entrepreneuriat d'une manière générale dans notre pays. Le conseil existe, mais il faut bien dire qu'il est quand même défaillant et que tout repose sur la bonne volonté de l'impétrant, de la personne qui va avoir la volonté de créer son entreprise, plus que sur un véritable réseau et un conseil assumé au niveau national et appuyé par l'État. En Allemagne, je crois qu'il existe des centres de conseil qui aident par exemple, à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Netzwerk. Oui, étrangères. Donc, c'est important. Il y a d'ailleurs une loi sur l'évaluation des qualifications professionnelles qui existe depuis 2012. Anerkennungsgesetz. Et le système en France, alors si, il y a un centre qui s'appelle ENERIC, etc., mais c'est assez complexe. Donc, nous sommes dans une insuffisance de réflexion sur ce sujet, une insuffisance de moyens. Here in Paris, we have Station F, and we can consider it's quite a good laboratory. I think about 40% of the startups that are incubated in Station F are international profiles. From what we see, the first difficulties they face are practical. So finding an apartment, finding a flat, opening a bank account, and feeling like integrated. And that's why Station F, in partnership with us, launched a French Tech International Community. Emmanuel Macron voulait rendre la France une start-up nation. Et la French Tech pourrait certainement être un élément clé dans cette démarche, être le catalyseur, entre guillemets, de ce rayonnement de la France sur la scène internationale au niveau de la tech.
Et donc, comment jugez-vous cette initiative? En quoi cela consiste et qu'est-ce qui finalement reste à faire? Si l'idée exprimée par le président de la République, c'est de favoriser l'initiative individuelle, l'innovation, évidemment que c'est une excellente idée, mais du passage de l'idée à la concrétisation, ça suppose évidemment un certain nombre de moyens, et puis c'est pas magique. Il n'y a pas de pensée magique à avoir autour de la création d'entreprises pour favoriser l'innovation, l'intégration des étrangers. Migrant-entrepreneur. En Allemagne, une nouvelle loi d'immigration pour les travailleurs qualifiés est entrée en vigueur en 2020, le soi-disant Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Or, cette loi, elle n'a pas changé les modalités d'entrée sur le territoire allemand en tant qu'entrepreneur migrant. Il n'existe qu'un seul dispositif, ce qui semble être simple au premier abord, mais de l'autre côté, les modalités de remplir plusieurs critères sont assez complexes, avec plusieurs acteurs inclus dans ce processus, mais aussi les autorités pour les étrangers, etc. Et le fait que le migrant va déjà savoir où il montera son entreprise au niveau fédéral pose problème aussi. En France, par ailleurs, un visa spécifique de start-up a été créé. Là, on va écouter Maria Vincenza Desiderio, qui est une experte qui a travaillé à l'OCDE et qui dit: In France, there was this tradition, what I call the classic self-employed entrepreneurship visa from a long time, which is for traded craft person. But then France joined many other, I think there are 13 European countries and other non-European countries, which over time have introduced special entrepreneurs visa, the startup visa, how they are called. Now in French it's called Passeport Talent, but the idea is having a specific entry rules for those entrepreneurs who are bringing innovative ideas, can compete globally. Les économies en Allemagne et en France, ils diffèrent largement. En quoi pensez-vous serait-il souhaitable que l'Allemagne reprenne alors le modèle français, Passeport Talent, et des dispositifs spécifiquement dédiés aux startups? L'histoire des passeports talents, c'est une histoire qui date déjà de plus de 12 ans, 13 ans, qui avait été lancée sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Alors ça a pris différentes formes. Vous savez, on légifère à peu près tous les 2 ans en France sur les questions de l'immigration depuis 1945. Il n'y a pas un paysage très stable. Je crois qu'il y a aussi une autre différence essentielle entre la France et l'Allemagne, c'est l'organisation administrative. Et évidemment, en Allemagne, on renvoie beaucoup de choses sur les Landes. Ici, nous sommes en France, dans une politique beaucoup plus centralisée. Je crois qu'il y a à s'inspirer de modèles, de regarder de façon précise le nombre de personnes qui ont pu bénéficier d'un visa pour venir sur le territoire national. Soyons clairs, il s'agit d'une immigration choisie. Et aujourd'hui, cette question, elle est au centre des politiques européennes, en tout cas au centre de la politique allemande, y compris dans la formation du prochain gouvernement. Et sur les premières négociations que l'on voit émerger, il y a la question de l'immigration choisie. Donc tout ce qui peut aller dans le sens d'un rapprochement entre les politiques migratoires allemandes et européennes me paraît être une très bonne chose. Et notamment sur la question des compétences, passeport et talent. Après, attention, il y a une autre réflexion qui est nécessaire, c'est celle de la relation avec les pays d'origine. Il ne s'agit pas non plus d'aller piller les compétences des pays d'origine qui en ont bien besoin. Après, les individus se comportent librement sur un marché mondial et c'est eux qui, à la fin, vont choisir. Donc voilà, qu'il y ait une adéquation entre les besoins de nos économies avec les souhaits d'un certain nombre de jeunes gens de nous rejoindre, d'entrepreneurs de nous rejoindre, ça me paraît être une nécessité, tout comme la convergence des politiques. Il y a beaucoup de travail à faire en ce domaine. Monsieur Pierre-Henri, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur notre podcast. Je vous remercie de votre écoute.